Il est exceptionnel ce petit crack. If you believe you can fly, you can. So it was kind of inspiring me, to say I can fly today. And that's the way I rode light, like I would have wings and I could fly. Mon père, il achète beaucoup de chevaux en France. Donc, mon meilleur cheval sont toujours des chevaux français. Compétition. But she jumped so good, and I thought, she only did one round yesterday. She jumped amazing yesterday. Cheval sauté, c'était un rêve. J'avais mon parcours qui défilait exactement de la façon dont on avait prévu. Le cheval sautait formidable, j'avais un sentiment génial. Cavale. Bonjour à tous. Si je vous dis Blue Diamond Dupont, Canane Rouge ou encore Gravity of Green Hill, une 7e place dans le Grand Prix Coupe du Monde CSI 5 étoiles de Göteborg cette année en février. De beaux classements à Saint-Tropez pour le CSI 4 étoiles qui se déroule en ce moment, organisé par Upside Jumping. Vous me dites, Julien Anquetin, cavalier international de jumping. Installé à proximité de Rouen, dans la région verdoyante de Normandie, Julien s'illustre au plus haut niveau avec une incroyable saison 2019 où il réalisait plus de 166 000 € de gains grâce à de très beaux classements comme la 7e place au CSI 5 étoiles de Treffen en Autriche ou encore sa 2e place à Hagen dans le CSI 4 étoiles. Avec Julien, nous sommes revenus sur son parcours. Nous avons parlé de son quotidien, ses performances, ses chevaux et sa philosophie de cavalier. Nous avons notamment beaucoup échangé à propos de son cheval Gravity of Green Hill, qui est selon lui un acteur maître dans son évolution. Grâce à cet échange, j'ai rencontré un cavalier très déterminé, avec de grandes ambitions pour sa carrière sportive et qui s'est beaucoup investi pour sa réussite en prouvant sa volonté avec une devise « Ne jamais rien lâcher pour aller au bout de ses projets ». Ce podcast a été enregistré par téléphone le 20 mai. On se retrouve après l'épisode. Je vous souhaite une belle rencontre avec l'histoire de Julien. C'est parti. Bonjour Julien. Bonjour. À l'occasion de ce podcast, l'objectif va être de pouvoir vous découvrir, vous rencontrer, que vous nous parliez de votre histoire, de votre piquet de chevaux actuel, mais aussi de vos objectifs futurs et de votre vision de l'équitation. Tout d'abord, il me semble que vous venez du milieu du cheval grâce à votre père, Franck Anquetin, qui était lui-même cavalier. Pouvez-vous nous parler de votre parcours ? Tout à fait. Mon père était déjà cavalier avant. Je suis arrivé dans le milieu très tôt parce que, en tant que fils de cavalier, j'ai monté à cheval très très tôt. Ensuite, mon parcours il a été assez rapide. Je suis arrivé vraiment dans le milieu professionnel assez vite. Sorti du lycée, j'ai fait un lycée professionnel milieu agricole. Et ensuite, je suis tout de suite devenu professionnel. J'ai travaillé pour mon père directement après ça. Ok, très bien. Et au cours de votre progression apprentissage, avez-vous travaillé au sein d'autres écuries et quels étaient l'objectif de ces expériences ? Oui, très peu, mais j'ai été une fois chez Eric Navet travailler. C'était une super expérience. Ça m'a permis d'avoir une autre vision de ce que j'avais vu jusqu'alors et c'était important. Mais j'ai principalement travaillé avec mon père durant toutes ces années. D'accord. Aujourd'hui, vous avez votre propre écurie sur la même structure que celle de votre père. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre fonctionnement, notamment avec vos employés, et quel est le planning que vous avez mis en place ? Ouais, effectivement, on est sur la même structure. Les écuries sont séparées, mais on partage tout ce qui est aire de travail, aire de détente. Moi, j'ai 25 box avec entre 20 et 25 chevaux selon le flux de commerce. Et effectivement, j'ai une équipe qui est constituée d'un cavalier, d'une groom et d'un palefrenier pour l'entretien des écuries. Dans l'organisation, je pense qu'on en reparlera un peu plus tard, mais c'est assez simple. D'accord. Et justement, pour rebondir, ma question, c'est quelle est la vision ou l'équitation que vous recherchez de la part d'un cavalier qui va travailler avec vous ? Ouais, ce que je vais rechercher, c'est quelqu'un qui va aller dans le même sens que moi, qui va adopter ma philosophie et travailler en équipe, travailler les chevaux pour les mettre entre guillemets à ma main et les faire évoluer vers le haut niveau et vers les objectifs qu'on a fixés sur ce cheval, parce qu'il y a certains chevaux qui vont être plus dédiés au commerce,
Mais voilà, en tout cas, je vais chercher un cavalier qui va suivre mes instructions et qui va les accepter. Ok, très bien. Donc, en termes d'organisation, pourriez-vous me décrire à quoi ressemble une journée type à la maison? C'est assez simple. On commence le matin à 8h. On est sur le premier cheval à 8h. On monte toute la matinée et début d'après-midi. Moi, je suis sur la carrière quasiment en permanence. Je fais travailler en parallèle mon cavalier, quelques élèves, en parallèle du travail de mes chevaux. Je monte 6-7 chevaux par jour. Pas beaucoup plus parce que après j'ai trop de fatigue ou pas assez le temps de faire bien en montant plus. On finit le soir à 18h, on essaye de faire des journées entre guillemets normales pour que tout le monde se sente bien à l'aise et qu'on puisse réaliser un bon travail. Après il y a les périodes de concours qui sont encore plus éprouvantes et là effectivement les horaires sont pas les mêmes mais en règle générale on essaye de faire quelque chose d'assez soft et au niveau des horaires et quelque chose de construit dans le travail et approfondir, pas monter trop de chevaux par jour et pour justement bien approfondir le travail. D'accord. Justement, en ce qui concerne vos chevaux, comment est-ce que vous définissez le planning de travail et est-ce que vous avez un exercice en particulier sur lequel vous aimez travailler et qui sera un peu votre base de référence? Alors pour le planning des chevaux, là, ça va vraiment dépendre en période de concours des objectifs que je me suis fixé sur chaque cheval et des échéances. J'aime bien sauter au moins 1 à 2 fois par semaine. Alors quand il y a les concours, effectivement, je saute pas 2 fois à la maison, plus les concours, ce serait beaucoup trop. Mais j'aime bien sauter les chevaux régulièrement, pas forcément sauter haut, mais pour qu'ils restent dans un rythme et au niveau aussi bien musculaire, articulaire que tendineux, qui puissent bouger tout leur corps et se préparer justement aux efforts qu'on va leur demander en concours. Donc, pour répondre, le programme va vraiment dépendre des objectifs qu'on a au court terme et ça va être un programme qui va être établi par rapport à une saison. C'est vraiment du cas par cas, quoi. Ça va pas, on peut pas dire lundi on saute tous les chevaux ou le mercredi on saute tous les chevaux. C'est pas comme ça qu'on fait, mais j'aime bien sauter un cheval sur des exercices 2 jours, 3 jours avant de partir en concours. Après, ça dépend de la route, s'il y a un long trajet ou pas, mais au moins 2 ou 3 jours avant le départ, les remettre dans une configuration où ils vont rebouger tout leur corps, quoi. Et ensuite, pour l'exercice, j'aime beaucoup faire un exercice en cercle sur un cercle de 24 mètres de diamètre où je place 4 obstacles à équidistance pour faire comme une croix. Et ce que j'aime bien, c'est essayer de garder de la rectitude sur le cercle. Enfin, c'est un peu contradictoire comme idée, mais c'est de garder une rectitude sur le cercle, bien sauter au milieu, pas tourner avant, pas tourner trop tard pour avoir justement, sur 24 mètres, je fais 6 foulées entre chaque, donc 6 foulées un peu courtes, donc ça permet d'être d'une part tout le temps à la même cadence, et ça c'est très dur quand on saute en cercle, et d'autre part, pas qu'il coupe les virages, qu'il retombe sur le bon pied, etc. Okay. C'est vrai que ça allie de plus le travail du cheval, mais aussi finalement c'est bénéfique pour le cavalier et c'est vraiment complet en travaillant différentes notions, la rectitude, la gestion du tracé et aussi la qualité du galop, donc c'est très intéressant. Merci. Est-ce que vous pourriez à présent nous parler de votre piquet de chevaux actuel? Alors oui, mon cheval de tête s'appelle Gravity. C'est un peu autour de lui que ma saison dernière a été tournée, on va dire. C'est un cheval de 14 ans qui est un nabab de rêve pour origine. Voilà, c'est un cheval incroyable qui a fait beaucoup pour moi l'année dernière. Ensuite, avec mes propriétaires, on vient de racheter un cheval de 13 ans qui s'appelle Typhon de la Sens, qui a fait de nombreux résultats jusqu'en 3 étoiles. Donc je place aussi pas mal d'espoir en lui, enfin je plaçais pas mal d'espoir en lui pour cette saison 2020. Bon, elle va être un peu écourtée, mais en tout cas pour 2021 et fin d'année 2020, ça doit être une bonne cartouche. J'ai aussi un cheval de 9 ans qui s'appelle Blood Diamond Dupont, qui lui a commencé ces grosses épreuves là tout début d'année, notamment à Göteborg ou à Neumünster en Allemagne, avec des performances qui est vraiment un cheval d'avenir où là je mise vraiment un peu tous mes espoirs, on va dire, de sport sur lui, parce que je pense que c'est vraiment un cheval qui va aller loin. Et après j'ai d'autres chevaux comme Joey Van Der Beek qui fait aussi du 3 étoiles, qui peut aussi sauter un Grand Prix 3 étoiles. Des chevaux de l'élevage de Prissé qui sont aussi dans un certain niveau, qui a une jument qui a déjà sauté 1m50. Voilà, et des jeunes chevaux en parallèle à ça, des 7 ans et des 6 ans. Ah oui,
Là, en effet, vous avez de bons atouts pour faire une belle saison. On vous suivra de près. Le goût, c'est subjectif, même s'il y a des grandes lignes. Est-ce que vous pourriez me décrire le cheval idéal dans son physique, selon votre vision? Et quelles sont les qualités qu'un cheval doit avoir, psychologiquement, je dirais, pour être un cheval de Grand Prix? Ouais, le cheval parfait, je pense que tous les cavaliers ont la même vision. C'est un cheval qui se tient devant, qui a une belle ligne du dos bien tendue et les jarrets dessous, mais ça, c'est dans les livres. Je pense que celui-là, quand on le trouve, en général, il est pas assez bon. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Mais en tout cas, non, vraiment, le cheval parfait, c'est celui qui veut pas toucher les barres, quoi. Qui veut aller de l'autre côté et pas toucher les barres. Il y a que ça d'important. C'est vraiment, on rêve tous d'un cheval idéal à notre main, mais à la fin, quand on le cherche, on le trouve pas. D'accord. Non, mais c'est vrai que la réalité est bien différente de la théorie et qu'il y a tellement de facteurs autres dans une acquisition, par exemple, comme la visite veto. Un cheval nous plaît et ça passe pas. Donc, je comprends votre réponse. Les chevaux de sport sont des athlètes et de ce fait, quelles sont les clés selon vous pour les conserver sur le long terme? La gestion, pas en faire trop, savoir ne pas aller à un concours même si on a envie, mais si c'est pas bien pour le cheval, ne pas le faire. Vraiment les gérer comme un athlète et faire attention à c'est vraiment ne pas en faire trop, quoi. Bien écouter son cheval et pas aller plus vite que ce qu'il peut faire et pas juste avoir trop d'envie et pas le cramer entre guillemets pour l'expression, mais le cramer trop vite, quoi. Prendre bien son temps. Ouais, il n'y a pas de, je sais pas comment dire, de rythme particulier. Si, de se dire, aussi, c'est important d'avoir un rythme, comme je disais tout à l'heure, à la maison. Je pense que c'est important de les préparer aux efforts et bien les gymnastiquer, les faire sauter régulièrement et pas à vouloir justement en faire trop à l'inverse, trop les économiser et sauter au concours. Seulement, parce que ça aussi, je pense qu'un cheval doit être préparé à un effort, comme tout athlète, et pas donner un effort sur des articulations, des tendons qui n'ont pas été préparés à ça. Oui, en fait, c'est un équilibre à trouver et puis notamment à adapter en fonction de chaque cheval pour pouvoir bénéficier du meilleur de chacun dans le temps. Est-ce que vous pourriez me dire jusqu'à aujourd'hui, quel est le cheval qui a marqué votre équitation? Ouais, alors il y en a deux. Il y a mon premier cheval de Grand Prix qui s'appelle Canan Rouge, que j'ai encore, qui est au Rat des Princes actuellement, qui fait la reproduction. Lui, il a vraiment marqué mon équitation parce que il m'a appris à être guerrier. Enfin, c'est un cheval avec une énorme qualité, intrinsèque, qui était vraiment très respectueux et puis beaucoup de moyens. Mais c'était un peu un Canan et dans sa tête, il était un peu entier, Canan. Alors, il nécessitait de le solliciter beaucoup. Ça m'a vraiment donné, il m'a vraiment donné la hargne et l'envie, quoi, on va dire. Et après, il y a aussi mon cheval actuel, Gravity, qui m'a beaucoup marqué dans mon équitation parce que une fois que j'avais cette hargne, cette envie, lui, il l'avait aussi déjà beaucoup trop, Gravity, donc il m'a appris à me poser. Et aujourd'hui, ça m'a fait énormément de bien d'être un peu plus patient, on va dire, parce que le haut niveau, ça se monte pas qu'avec l'envie, quoi. On peut pas monter du haut niveau qu'avec l'envie, il faut aussi attendre. Ouais, c'est sûr. C'est marrant parce que c'est pas souvent que les cavaliers trouvent réellement les chevaux qui ont marqué leur équitation, mais par rapport à votre histoire, ça semble tout à fait cohérent. Et vous avez Gravity depuis combien de temps? Depuis 1 an. Un tout petit peu plus d'1 an, j'ai dû faire mon premier concours avec au Mans, concours d'un peu test, on va dire, en fin 2018. Et j'ai fait couple très rapidement avec. En quelques mois, on allait sauter notre premier 5 étoiles ensemble, quoi. Ah oui, d'accord. C'est tout récent et vous avez eu de belles performances rapidement finalement. Dans le même esprit, est-ce qu'il y a eu selon vous un événement ou un élément déclencheur qui a été un déclic dans votre progression? Oui, il y en a eu plein d'éléments déclencheurs. On va dire, j'ai commencé... Le fait d'aller chez Eric Navet, ça m'a fait un déclic parce que, bon, j'ai toujours travaillé avec mon père, mais le fait de connaître quelque chose d'autre, de différent, ça m'a permis d'avoir une vision un peu plus différente et de pouvoir avancer. Ensuite, je pense qu'à chaque fois que j'ai travaillé avec quelqu'un, j'ai pris quelque chose et ça m'a fait avancer, ça m'a fait comprendre des choses. Ça a été à chaque fois bénéfique, on va dire. Ça a été une fois après avec Julien Epaillard, avec qui je m'entends très bien. Il m'a fait vraiment comprendre plein de choses.
Et récemment, Bruno Rocuet m'a fait aussi comprendre beaucoup de choses et il y a une évolution. En plus, la rencontre avec ce cheval Gravity qui est vraiment un crack cheval, ça aide aussi à progresser et à sentir les choses différemment. Oui, c'est sûr. Et même dans la vie, ce sont les rencontres qui nous font évoluer, donc ça a tout son sens. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous avez commencé le haut niveau et comment on le vit, je dirais, psychologiquement et notamment sur le changement organisationnel que ça implique? Du haut niveau, je le commence actuellement, enfin on va dire actuellement non, mais j'ai fait quelques 5 étoiles quelques années en arrière, mais ça fait plusieurs années que mon organisation reste entre guillemets on va dire la même parce que quand on va faire du 3 étoiles ou du 4 étoiles ou 5 étoiles à l'étranger, ça nécessite une organisation particulière parce qu'il faut partir loin, donc une organisation pour les transports, une organisation à l'écurie quand on n'est pas là. Et donc je me suis toujours bougé à aller partout en Europe, que ce soit pour faire des plus ou moins gros concours, mais au moins du 3 étoiles on va dire, mais je me suis toujours bougé et aller loin quand il fallait aller l'autre bout de l'Europe parce qu'il y avait une place pour moi, j'y allais. Et ça aujourd'hui c'est une force parce que déjà les sélectionneurs le savent. Et les organisateurs, j'en connais beaucoup parce que je suis allé à peu près partout. Et ça, quand on a besoin d'aller à un endroit, on peut appeler, on les connaît, c'est plus facile. Ouais, je pense qu'en effet, ça a prouvé votre détermination et c'est plaisant pour ces grands acteurs du sport qui sont conscients de la volonté que vous avez, donc c'est génial. Sur un aspect logistique, comment est-ce que vous vous organisez sur les voyages de longue distance? Est-ce que vous voyagez avec vos chevaux? Parfois, en règle générale, oui, mais enfin sur les longues distances vraiment longues, non. Quand il y a plusieurs jours de route, c'est ma groom qui emmène les chevaux et ça me permet de rester à la maison, travailler un peu plus et déjà cette chose et moins de fatigue aussi parce que la route, c'est vrai que c'est les grooms font un boulot de fou, hein. C'est vraiment quelque chose de fatigant et avec une grosse responsabilité. Donc bon, quand je peux me décharger de ça, je le fais. Ok. La compétition, du coup, c'est un contexte qui est bien particulier et on a tous des besoins différents. Quelles sont les conditions dans lesquelles vous aimez être avant une compétition? Est-ce que vous aimez plutôt vous enfermer dans une bulle ou bien garder une vie classique, conserver des interactions ou autres? Ouais, moi je suis quelqu'un d'assez naturel, alors je reste comme je suis, pas besoin de m'enfermer ou d'être quelqu'un d'autre, non, je reste comme je suis et puis limite bon, enfin après je sais me concentrer au moment voulu, mais j'ai besoin de rigoler, de parler avec mes copains et voilà quoi, je reste comme je suis quoi. Ouais, d'accord. Et du coup, du même ordre, ressentez-vous du stress face aux grandes échéances? Et de ce fait, est-ce que vous travaillez avec un préparateur mental? Non, je travaille pas du tout avec un préparateur mental. Du stress, forcément, quand c'est une grosse échéance, on a du stress parce qu'il y a de l'enjeu, on va dire, mais c'est pas un mauvais stress, c'est plutôt un stress qui va nous permettre enfin moi en tout cas pour ma part, de me concentrer et d'avoir envie de réussir. Mais oui, ça, le stress il vient, on va dire, à la détente, mais la détente du cheval, mais pas avant quoi. Avant je me sens normal. D'accord. D'un point de vue physique à présent, faites-vous du sport en parallèle afin de vous préserver? Oui et non. Afin de me préserver, non. Mais je fais un peu de sport en parallèle, ouais, pour m'amuser, on va dire. Du foot ou du badminton ou quelque chose de collectif pour s'amuser, oui. Mais je fais pas, je fais pas d'exercice, je vais pas à la salle de sport, je fais pas des choses qui m'ennuient en fait. D'accord. Ok. Après, d'un point de vue logistique et compétition, comment vous planifiez votre saison de concours et sur quels critères choisissez-vous vos concours? Déjà, je choisis les concours, je regarde les meilleurs concours qui existent et j'essaye d'y aller. Bon, ça c'est une chose. Non, je plaisante, mais je choisis mes concours en fonction des chevaux que j'ai déjà. Si les chevaux sont capables de le faire ou non. Je vais pas aller demander quelque chose que que j'ai aucune chance de gagner, ça m'intéresse pas tellement. Mais par contre, j'ai des chevaux qui vont être certains plus à l'aise en indoor, d'autres en extérieur, d'autres qui vont être plus à l'aise sur l'herbe. Donc je vais essayer de privilégier ces pistes-là et après en discussion avec le sélectionneur, j'en dis que voilà, je me sens prêt pour faire tel ou tel concours, mes chevaux aussi. Est-ce que je pourrais envisager avec quelle préparation? Enfin, c'est une discussion qu'on a avec le sélectionneur. Pour certains chevaux qui valent vraiment la peine, c'est des discussions qu'on a avec le sélectionneur. D'accord, très bien.
Pour revenir à votre saison 2019, vous avez vraiment eu de super performances. Quelle est selon vous la clé de cette réussite? Déjà, la clé de cette réussite, elle s'appelle Gravity, je crois, pour commencer, parce que c'est grâce à lui tout ça. Sinon, c'est une vraie locomotive, on va dire, pour ce genre d'épreuve et puis pour tous mes autres chevaux, parce que forcément, si lui tire tout le monde vers le haut, ils évoluent tous, moi aussi par la même occasion, et puis ça permet de donner des performances à tous les chevaux. Après, comment je peux expliquer, c'est un travail depuis plusieurs années aussi, le fait d'avoir voyagé partout, d'avoir rencontré tout un tas de configurations possibles et imaginables. Ça aide, c'est de l'expérience en vrai, mais bon, c'est sûr que sans chevaux, on peut avoir toute l'expérience qu'on veut, on reste un cavalier normal. Il faut un cheval pour faire un couple, et ça, aujourd'hui, je le dois à ce cheval. C'est vrai qu'on leur doit beaucoup et vous avez l'air vraiment reconnaissant envers lui, donc c'est une belle histoire. Je pense qu'un soutien important aussi peuvent être les partenaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et pourquoi avez-vous fait le choix de travailler avec eux? Alors, les partenaires, moi, j'ai de nombreux partenaires, mais les plus importants sont mes associés parce que je me suis associé depuis cette année. Et c'est des propriétaires qui sont même maintenant des amis, avec qui j'ai des chevaux en commun. Et vu nos intérêts communs, on a décidé de s'associer. On pensait que c'était une bonne idée et que ça allait tirer tout vers le haut. Ensuite, j'ai des partenaires, des sponsors, dont la BPE qui est la banque postale, la banque privée de la banque postale, pardon, qui est mon plus gros sponsor. Et ensuite, en parallèle à ça, j'ai des sponsors équipementiers tels que GPA, Horsemaster, et j'en oublie, mais Free Jump. J'ai plusieurs partenaires équipementiers. Donc oui, sans eux, c'est vrai que sans tous ces partenaires, ce serait compliqué d'atteindre ce niveau. C'est assez atypique comme fonctionnement pour une structure équestre, mais en tous les cas, ça semble très audacieux et c'est bien. Maintenant, par rapport à vos goûts, est-ce que vous pourriez nous dire quel est votre concours préféré? Ouais, j'en ai plein. Là, déjà où on gagne, c'est déjà un bon concours. Quand on a gagné, c'est déjà sympa. Après, cette année, j'ai eu la chance de faire le Global Champions Tour de Cannes. C'était vraiment un concours incroyable parce que c'est en même temps des vacances, on va dire, et c'est vraiment quelque chose de sympa. Après, plus récemment, Göteborg, c'était aussi une expérience incroyable, une arène en indoor. Moi, j'adore les indoors, mais c'était vraiment quelque chose de fort, ouais. Et puis en plus, il y a une performance à la suite de ça, donc c'était sympa. C'est vrai que vous bénéficiez de très beaux concours avec de belles organisations à CSI, et les indoors, en effet, ça donne une sensation complètement différente, avec notamment une sonorité qui est autre, donc c'est assez fort à vivre, je pense. Toujours du coup par rapport au concours, est-ce que vous avez un objet fétiche ou un rituel en compétition? Non, pas particulièrement. Quand je remarque qu'une cravate gagne plus qu'une autre, je la mets plus souvent, mais c'est tout. Non, j'ai rien de dingue. Ok, c'est déjà quelque chose quand même. Ouais. Alors c'est pas la question la plus évidente, mais quel serait votre plus beau souvenir? Ah ouais, mon plus beau souvenir, je crois que c'est quand j'étais à Jeune Cavalier à Reims, il y avait le CSI Hauts-de-France, et j'avais un cheval qui s'appelait Hors de Chanet, qui était vraiment un super cheval. Et on n'avait pas l'habitude de faire ces épreuves-là. Nous, on faisait du concours national parce que mon père montait encore. Et du coup, je suivais mon père en concours. Et là, c'était un concours réservé seulement aux jeunes cavaliers, aux juniors et poneys. Et bon, j'ai eu l'occasion de le faire. Donc, je suis allé avec mon père et mon propriétaire. Et le premier jour, j'ai fait 5 barres. J'étais vraiment, je me suis dit, waouh, c'est dur, ce concours, 5 barres, on n'a pas l'habitude de faire ça d'habitude. Et le deuxième jour, j'ai dû faire une barre seulement, j'ai dû faire 4 points. Et je me suis qualifié quand même pour le Grand Prix. Bon, on est allé faire le Grand Prix, mais avec mon père, on se disait, bon, c'était mieux, mais on voyait pas trop nos chances d'arriver au bout. Et je finis troisième. Et c'était vraiment un bon moment parce que il y avait toute l'équipe de France qui était là, enfin toutes les équipes nationales d'ailleurs, mais toute l'équipe de France qui était derrière moi. J'étais le seul Français au barrage, donc toute l'équipe de France, mon propriétaire avec qui je vivais ce moment de sport pour la première fois, parce que il y avait de l'enjeu, on peut dire, représenter notre pays, enfin c'était quelque chose d'important. Donc ça c'était un beau moment, ouais, parce que ça a redonné goût de recommencer ça. Ah oui, ça a dû être pour vous un moment riche en émotions,
tant pour le sport que pour le partage avec votre entourage. C'est un beau retournement de situation. Travailler dans le monde équestre, c'est une implication rare, mais aussi une passion très forte. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? Dans mon métier, ce qui me plaît le plus, c'est les chevaux, je pense. Enfin, j'adore les animaux, donc j'aime beaucoup monter à cheval tous les jours et puis être à leur contact, que ce soit pour les caresser, enfin les mettre au paddock ou les monter. J'adore être à leur contact. Moi, je me lève le matin, pour moi, je vais m'amuser, quoi. Je vais pas travailler. Donc c'est cool. C'est sympa, ouais, c'est sûr. À présent, quel est votre plus mauvais souvenir et comment est-ce que vous avez rebondi grâce à ça ? Ah ouais, mon plus mauvais souvenir, je crois que c'était l'année suivante de Reims. J'avais déjà mon cheval Canane Rouge. J'avais fait des bonnes performances en début d'année, donc il m'avait envoyé faire c'est à Deauville cette fois-ci, le CSI Hauts-de-France, dans une équipe. Je me suis trompé de parcours. C'était vraiment un mauvais souvenir. J'étais au fond du trou. Je me suis trompé de parcours et bon, tout le monde comptait sur moi un peu parce que je faisais plein de performances à ce moment-là et puis j'ai déçu tout le monde, on va dire. Bon, après heureusement que j'avais ma groom qui m'a soutenu un peu et qui m'a dit bon allez, maintenant il faut que tu ailles, deuxièmement je vais le faire sans faute. Et voilà, j'ai fait sans faute, mais bon, on n'a pas gagné à cause de moi. Ouais, c'est pas hyper agréable. Non. Je dirais maintenant, plus personnellement, quelle est votre plus belle qualité et votre plus grand défaut ? La qualité, c'est, je sais pas, je pense que je suis quelqu'un de généreux. Ouais, je donne assez facilement. Je suis quelqu'un d'assez généreux. Et mon plus grand défaut, c'est que j'écoute pas toujours quand on parle, j'écoute pas toujours et c'est assez désagréable. Des fois, je fais répéter. Là, je me suis un peu concentré quand même, mais je fais répéter et je dis merde. Et puis c'est un peu mal poli quand même. Donc ouais, ça c'est un défaut. Du coup, je vous remercie de votre attention. En tant que cavalier, on a forcément des rêves. Quel est le vôtre ? Un titre, je sais pas, ou une très bonne performance dans un championnat. Voilà. Ah, d'accord, ouais, c'est simple. Est-ce qu'il y aurait un cavalier qui vous inspire et pour quelle raison ? Ouais, il y en a plein qui m'inspirent. Je me suis inspiré de plein de cavaliers. Après, je pense qu'il faut s'inspirer, prendre ce qu'il y a le mieux ce qui marche en tout cas chez tous les cavaliers, demander pourquoi et puis après faire un peu à notre façon. Enfin, moi je fais un peu à ma façon. J'essaye pas de copier quelqu'un, mais c'est vrai que j'en ai pris chez tous les gens avec qui j'ai été travailler déjà. Mais bon, après au niveau, c'est sûr qu'une équitation comme Marco Senning ou Daniel Dessert, ça fait rêver aussi, mais faut pas se dénaturaliser, on va dire, je pense. Il faut essayer de prendre quelque chose qui va chez les autres, mais garder aussi son truc. Ouais, on peut pas changer après des années d'équitation radicalement. Je pense pas. Je crois que vous avez monté avant même de savoir marcher, donc j'imagine que devenir cavalier c'était une évidence. Mais est-ce qu'un autre métier vous aurait plu ? J'aurais bien aimé être restaurateur, je pense, faire de la cuisine. Je sais pas, c'est peut-être le côté où j'aime bien faire plaisir. C'est sympa, je trouve. J'aime bien manger en plus. Donc je trouve ça sympa. Ok, et du coup vous aimez bien cuisiner ? Ouais, j'adore. Ok. Bien que l'équitation soit une passion qui soit déjà bien prenante, est-ce que vous avez des autres passions que les chevaux ? Oui, j'ai plein de passions. Comme je disais, que j'aime bien cuisiner, j'aime bien les dîners entre amis, j'aime bien tout ce qui est, je pense, agréable dans la vie. J'aime beaucoup le sport, tous les sports. Enfin, j'aime beaucoup la compétition. Après, évidemment, l'équitation, ça reste ma première passion, mais j'aime beaucoup le football, j'aime beaucoup les sports mécaniques, les voitures. Bon, j'aime tout ce que j'aime, tous les plaisirs de la vie, quoi, on va dire. D'accord, ouais. Bon vivant, c'est ok. Je vais vous proposer une problématique et si vous pouvez donner un tips à vous pour la solutionner lorsque vous êtes face à ce problème. Donc la thématique, ça va être l'amplitude. Il y a des chevaux qui ont plus ou moins d'amplitude. Et comment gérer un cheval qui a peu d'amplitude en sachant qu'à l'obstacle, il y a la notion importante des contrats de foulée dans les épreuves. Comment appréhendez-vous ce problème ? Oui, c'est vrai que on va dire que il y a un contrat type quand on va faire notre reconnaissance en tant que cavalier, on va se dire il y a 5 ou 6 foulées un peu longues, un peu courtes. Bon, voilà, ça c'est quelque chose qu'on dit. Après, chacun l'adapte pour son cheval qu'il va monter dans l'épreuve. On l'adapte un peu, on se dit ça va être court ou ça va être long. Après, certains vont dire pour moi au lieu de ce soit 6 foulées longues, ça va être 7, plutôt un peu courtes parce que mon cheval a pas trop d'action.
Je pense qu'il faut pas non plus s'entêter à dire il faut absolument que je fasse 6 parce que c'est 6. Il faut adapter par rapport au cheval. Après, à la maison, c'est important de aussi sortir le cheval de son rythme quand il est dans un rythme un peu trop lent, on va dire, ou une petite action. Mais quand même privilégier le fait que le cheval saute bien et garde toutes ses capacités à bien sauter et pas le sortir de ce rythme pour le déformer, on va dire, et le faire mal sauter. Il y a des chevaux rapides, il y a des chevaux lents. Certains cavaliers rendent des chevaux lents rapides, mais ils sont toujours moins rapides que des chevaux rapides de base. Ça, on peut pas les contre. Mais bon, pour revenir à la problématique, un cheval qui a une petite action, on peut le travailler sur des barres au sol déjà avant de travailler l'obstacle sur des barres au sol et le forcer à aller chercher son galop en restant en ligne et pas se précipiter sur la barre au sol, quoi. Je préfère travailler sur des barres au sol, l'action, que sur un obstacle, parce que sur un obstacle, il y a tellement d'autres paramètres et je pense que je vais privilégier plutôt le saut, la qualité de saut plutôt que le nombre de foulées. C'est vrai que dans l'apprentissage de l'obstacle, la théorie fait qu'on se focalise beaucoup sur les distances et que ça peut porter préjudice aux chevaux parce que finalement, on va prioriser les distances par rapport aux chevaux, alors que, comme vous le disiez, on pourra les améliorer, mais pas radicalement les changer. Donc oui, l'écoute du cheval est importante. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre meilleure anecdote ? Alors, elle est assez récente, en fait. On va revenir, je parle beaucoup de Gravity, mais parce qu'il est assez important pour moi. On va revenir à ça. C'était quand je l'ai acheté. Je l'ai acheté à un ami, en plus, à Guillaume Batilla, qui est un très bon cavalier. Et ce cheval, beaucoup de gens savaient qu'il était à vendre et personne l'a acheté. Enfin, bon, moi, je l'ai été l'acheter, mais beaucoup ont dit, j'ai entendu, parce que ça tourne vite, j'ai entendu beaucoup dire que ça n'irait pas ou que pourquoi j'ai acheté ce cheval. Enfin, c'était un peu... Bon, les gens se posaient des questions, et plutôt négatif que positif, on va dire. Et maintenant, ces mêmes personnes disent complètement l'inverse. Donc, la petite anecdote, c'est que je pense que quand on a le feeling, il faut pas écouter, il faut faire ce qu'on pense et ça va en général. Ouais, suivre son instinct, ouais. Ok, ouais. D'accord. On va passer à une partie plus, je vais dire, moins sérieuse, plus ludique. Je vais vous donner un nom de vos chevaux. Et vous allez devoir me donner un seul mot pour les définir. Ok. Donc Vitellius. Ah, Vitellius. C'est vieux. Vitellius, rapide. Rapide. C'était le cheval le plus rapide que j'ai monté. D'accord. Là, l'autre, je crois que c'est un cheval avec qui vous avez vraiment progressé dans les épreuves. C'est Cyrano du Rosel. Ah ouais, Cyrano. Malin, je dirais. Malin. Ouais, c'était un des chevaux les plus malins que j'ai monté. Il était très respectueux, mais quand il pouvait me faire un petit entourloupe, il la faisait. Il était vraiment très malin, celui-là. Ok. Fermelot. Fermelot, surpuissant. Puissant, ouais. Ok. Canane rouge. Canane rouge, j'ai tellement de mots pour le décrire. Charismatique, je pourrais dire. Ok. Et Gravity of Green Hill. Et Gravity, le démon. Pourquoi? C'est un démon parce que j'adore son caractère, mais il n'hésiterait pas à mettre un petit coup de dent ou essayer de nous mordre, il n'est jamais de bonne humeur, mais bon, je l'adore. Ouais. Mais c'est un petit démon, ouais. Enfin, ceux qui le connaissent, c'est le mot qui lui va, quoi. Ok, d'accord. Ensuite, on va passer à la partie Fast and Curious. Donc, je vous fais 2 propositions et vous en choisissez une. Donc, chevaux français ou étrangers? Je vais dire chevaux français, même si j'ai plein d'étrangers, mais je vais dire chevaux français. Ouais, j'allais dire, j'ai l'impression que vous en avez monté beaucoup, ouais. J'ai pas, on va dire, pas de préférence, je préfère un bon cheval. Mais bon, en tant que français, je vais dire chevaux français. Ok. Pionté ou pas? Ouais, tout le temps. D'accord. Landau ou Calvaro? Calvaro. D'accord. Myrtille polois ou rêveur de Hurtebise? Ah, Myrtille polois. Ok. Votre couleur préférée? Bleu. Ok. Vélo ou course à pied? Vélo. Mer ou montagne? Mer. Ok. Rêve ou réalité? Ah, réalité. Ok. Maîtrise ou challenge? Challenge. Ok. 10 heures d'avion ou 10 heures de voiture? 10 heures de voiture. Ah bon? Ouais, c'est pas grave l'avion. Ouais, on va mettre sa musique à fond. On peut avoir des boissons, des gâteaux. Je passe pas mal de temps au téléphone, alors bon,
je sais pas, je suis bien dans ma voiture au téléphone. Ok, d'accord. Sucré ou salé? Salé. Ok. Et barbecue ou raclette? Ah, barbecue. Ok, super. Donc maintenant, la dernière question. Comment voyez-vous l'avenir et quelles sont vos ambitions? Donc là, c'est plus sérieux. L'avenir, je le vois, j'espère continuer à faire ça longtemps. Et mes ambitions, c'est évidemment faire du sport de haut niveau, atteindre, comme je disais, un de mes rêves, faire un championnat, mais y aller pour avoir une performance, pas y aller pour les regarder. Et voilà. Enfin, mes objectifs, c'est à peu près ça, quoi. C'est essayer de maintenir le cap vers le haut niveau, quoi. D'accord. Ouais, je comprends. Donc on arrive au terme de l'échange. Je voulais vraiment vous remercier déjà d'avoir accepté de partager cet entretien et ça a été super enrichissant pour moi. Donc voilà, juste merci. Merci beaucoup à vous aussi. That's the end. J'espère que vous avez bien profité de cette interview. Je remercie Julien de ce partage, des émotions et connaissances véhiculées à travers cet échange. N'hésitez pas à suivre Julien sur les réseaux, que vous retrouverez en lien dans la description. Il se trouve en ce moment au CSI de Saint-Tropez. Vous pourrez alors suivre ses résultats en direct. J'ai eu l'opportunité de me rendre chez Julien et vous pourrez retrouver sur le compte Facebook et Instagram de Cavalup les visuels en drone de sa structure et d'une séance d'obstacles. Cet échange a été pour moi très intéressant, en découvrant un œil différent de l'équitation et l'audace d'un cavalier très déterminé. On clôture aujourd'hui le 6e épisode. C'est toujours une grande satisfaction pour moi de vous partager ces rencontres et j'espère que cela vous plaît toujours autant. Alors continuez à me faire part de vos retours, c'est un grand plaisir pour moi de vous lire. Have a nice day, le retour d'un nouvel épisode dans 10 jours. Prenez soin de vous en attendant.